17e épisode de Investi, toujours avec mon chum Marc, qui t'offre la run. Ah ouais, ça me surprend moi aussi, mais... T'es encore là. T'es encore là, tu sais, c'est les cafés qui sont bons, c'est gratuit en plus. Ah oui, ça me permet de sauver des grains chez nous. Là. Hey, on remercie le studio qui nous donne du café gratis. Ouais, merci beaucoup. Nous autres, on skip le dîner. Là. Ah ouais. On attend les résultats de McDo, voir si on va y aller, puis on boit bien du café. Parlant de run, le bull run, est-ce qu'il est fini, Marc? J'ai vu hier Nasdaq down à peu près 2%, mais là, aujourd'hui, un petit rebond. Je pense pas que c'est terminé. Là. Écoute, Okay. Si tu regardes historiquement, d'habitude, novembre, c'est le meilleur mois de l'année. Oui, j'ai vu ça. Puis je suis allé un peu sortir les stats là-dessus. C'est quoi, c'est 1,6% en moyenne de depuis les 30 dernières années, en moyenne, le S&P 500, mois de novembre, t'as environ 2,24% de rendement. Okay? Fait que c'est un solide mois. Je vois pas pourquoi cette année, ça serait pas solide, honnêtement. Puis là, tu sais, ça a commencé le mois sur le mauvais pied, on s'entend. Là, ça a pas mal baissé depuis 2 jours. Mais je pense que c'était juste un petit repli technique pour quelques raisons. Il n'y a pas genre les gros fonds, les hedge funds, que leur fin d'année fiscale, c'est le 31 octobre, ou j'avais lu quelque part par rapport à ça. On pourrait faire des recherches. Là. Nous, c'est le 31 décembre. Question, hein. Je pense que oui. C'est une bonne question. Il y a une partie partie des véhicules financiers, que ce soit les hedge funds, on checkera, mais que c'était le 31 octobre, mais ça n'explique pas que la baisse est en début novembre. Non, je pense pas. Ça a peut-être baissé parce que ça a trop monté trop rapidement. Moi, selon moi, la cerise du Sunday, c'était Palantir. Tu l'aimes bien, hein, Palantir? C'est pas la plus grosse compagnie, mais c'est une compagnie qui est c'est toute une question de sentiment de marché à chaque fois. Puis quand une compagnie qui est aussi aimée, aussi suivie que ça, puis qui génère 4 milliards de revenus à la fin de l'année, 4,3 puis qui en vaut 500, clairement pas mal aimé. C'est-tu 500 ou c'est un chiffre que tu sors de ton chapeau? Non. C'était 400, c'était 5, en haut de 500 quand ça a sorti les résultats aftermarket. Le chiffre que j'ai vu à la fermeture avant qu'ils sortent le résultat, je pense que c'était lundi, on était comme à 492 milliards. Mais Jim Cramer l'avait callé. À 50$, il avait dit que ça montait à 100. À 100, il avait dit que ça montait à 150. À Puis à 200, 150, il avait dit que ça montait à 200. Puis Ouais. tout le monde riait de lui along all the way. Mais à 200, il a dit buy large encore. Ah ouais? Ouais, je sens, il était confiant. Là. Mais tu connais un peu Jim Cramer, là, il y a une règle des 40. Tu sais quoi la règle des 40? Non. J'ai lu un peu là-dessus, puis je vais sûrement la massacrer en essayant de la vulgariser. La règle des 40, c'est que tu prends le taux de croissance des revenus. Ouais. Exemple, Palantir a un taux de croissance des revenus. 65. Bon, 65. Ouais. Et tu prends le taux de croissance de la marge opérationnelle, qui est l'EBITDA, dans le fond, le profit. Puis si les deux sont en haut de 40, t'achètes. Lui, il parle quasiment dans son livre que je suis en train de finir, là. Make Money in Any Market. Là. Il dit, t'achètes quasiment aveuglément. Parce que c'est très rare une compagnie qui est en haut de 40. Pense-y, là. Faut que tu sois en haut de 40 dans la croissance des revenus. Faut que tu sois une bonne croissance des revenus et une bonne croissance des profits. Souvent, tu as la croissance des revenus, par exemple, une tech qui est en pleine croissance, mais perd de l'argent. T'sais, son EPS est négatif. Donc là, il faut que tu soustrais. Il ne faut pas ça va dans les deux sens. Là, si tu as 60% comme Palantir, 65%, mais que tu serais négatif dans tes marges opérationnelles, que tu perds de l'argent, bien là, tu soustrais 65 par, je sais pas moi, 35, puis là, tu tombes en bas de 40. Mais bref, je trouvais que c'était un exercice. Ils ont des grosses marges en plus, Palantir. Jim Cramer, pourquoi il était autant bullish sur Palantir, c'est qu'il disait que c'était le premier ou le seul stock qu'il avait vu de toute sa vie en haut de 80 dans ce calcul-là. Fait que c'est pour ça qu'à chaque fois, lui, c'est sa meilleure règle de pouce. Il check ça, puis dans un sens, ça fait du sens. C'est un blue chip qui fait bien des profits, là, une cash cow, mais qui a une croissance single digit. Là, il croit à, je sais pas moi, 5-6%, un peu comme l'inflation, tu sais. Ouais. Mais qui génère, je sais pas moi, 18-20% de profit. T'es quand même loin de 40, là. Ouais. 20 plus 25, plus 5. Je pense que ça serait plus un cas comme Apple, ça, par exemple. Exemple, ouais. Ils ont des grosses marges, mais plus autant de croissance qu'avant, en tout cas. Moins de croissance, ouais. On s'est fait parler aussi beaucoup de PayPal. On avait commencé à faire des lives sur TikTok, là. Il a fallu que j'en fasse une coupe tout seul parce que TikTok ne me laissait pas inviter Marc. Pendant 3 jours, tu étais dans la broussaille, dans les terres battues. Là. J'étais dans mon sous-sol avec mon chat. Parlant de chat, l'épisode d'aujourd'hui est présenté par Poche et Fils. Vous pouvez vous faire une poche, un T-shirt à poche ou un crew neck ou un manche longue avec votre animal de compagnie. Et vous pouvez même prendre votre blonde en photo à son insu et faire un beau cadeau de Noël. C'est vraiment le cadeau idéal. C'est quand même vrai, ça. Honnêtement, je devrais peut-être faire une affaire comme ça. Et la famille, je donne un chandail de famille. Oui, mais toi, tu voulais d'ailleurs te faire des T-shirts. On en fait aussi pour les business. Puis, full disclosure, on n'a pas payé pour la pub parce que c'est ma compagnie. Mais si vous avez une business et vous voulez vous annoncer,
vous pouvez vous annoncer là et on peut aussi faire un mid-roll ou une entente à long terme. Fait que, écrivez-nous à l'adresse que vous allez voir là, Derek@pochefils. OK. PayPal. Oui, PayPal. T'as-tu checké un peu ça? J'ai pas trop checké PayPal, pour t'honnête. J'en ai checké pas mal de stock. OK. Celle-là, pas trop, mais pourquoi je l'ai pas checké, c'est que j'ai la misère à comprendre pourquoi PayPal, tout d'un coup, serait un stock à la mode. Ça fait tellement longtemps que ça existe. Pour moi, leur méthode de paiement ou leur intégration est un peu archaïque. C'est pas comme la première chose qui te vient en tête, PayPal. Ben, moi, ça me vient plus en tête parce qu'on ne l'utilise plus chez Pochefils dans notre boutique en ligne. Mais ils chargent des frais en plus qui sont... Oui, puis c'était compliqué. C'est complexe. Ouais. Puis là, l'argent est là. C'est complexe. C'est ça. Puis nous, on s'était dit, hey, ça vaut pas la peine. Puis là, tu as des compétiteurs comme ShopPay de Shopify, Apple Pay. Tu as des Buy Now, Pay Later comme Afterpay, Sezzle. Puis on avait décidé de l'enlever. Puis quand on avait décidé de l'enlever, ben moi, je suis un gars qui, souvent, j'aime utiliser ce que je possède et vice-versa. Fait que j'avais vendu ma position. Mais PayPal était quand même un stock qui se transigeait en haut de 300 $ durant COVID. Et là, il est vraiment bloqué entre 80 et 65 depuis 1 an et demi à peu près. Là, que ça ne bouge pas pantoute. Mais les fondamentaux, tantôt tu parlais de sentiment de marché versus fondamentaux, on va en parler un peu plus tard. Les fondamentaux de PayPal sont toujours en croissance. Moi, j'ai l'impression que PayPal est considéré plus comme une entreprise de croissance. Donc, les ratios PE sont les mêmes ou similaires à un blue chip ou à un cash cow. OK, on va te sortir ça, les chiffres tout de suite. Sors-moi les chiffres. Price earning, on est à 13, qui est clairement très bas, surtout dans le marché actuel. Surtout dans le marché actuel. La tech est en moyenne à 30, 40. Oui, la tech, mais mettons même le SP 500. 500 28 à peu 28, près. ouais. Peut-être baisser un peu, mais c'est ça, à 13. Fait que là, ça implique que si on, des bonnes marges. Si on se fie au PEG, là, au price earning en incluant la croissance, le PEG, ça implique que s'ils grandissent à 13% et plus, ça justifierait un PEG de 1 qui est très bas. Je pense que sur les 5 dernières années, mettons qu'on regarde les 3 dernières années, la compagnie elle a cru un rythme moyen de 6,7% annualisé. OK, donc c'est même pas dans les deux. Low, mid-single digits. OK. 5 ans, 10%. 10 ans, 14%. Fait que clairement, on est dans le bas là, depuis les 10 dernières années, il y a moins de croissance. Mais il n'y a aucun premium. Il donne un ratio qui est équivalent à ta croissance. Habituellement, en tech, c'est plus généreux que ça. C'est pour ça que je pense qu'il y a bien du monde qui en parle. Je pense qu'il y a bien du monde qui le possède, puis ça fait juste descendre. Mais les marges augmentent. Les marges augmentent. Un retour sur équité, qui est quand même un ratio assez important aussi que regarder, qui est à 18,7%. C'est excellent. C'est vraiment excellent. Proche de 20%. Ouais, je regarde, mettons, EBITDA margin, OK? On est à 20,1%. C'est bon. Free cash flow, 16,9% free cash flow yield, qui est excellent encore une fois. Il avait changé de CEO. Il y avait eu bien des affaires qui expliquaient. Là, évidemment, après la COVID, toutes les techs ont planté, mais PayPal, c'était vraiment moins à la mode. Quand il avait commencé à ralentir en termes de croissance d'utilisateurs puis en termes de croissance des revenus, là, les ratios ont vraiment changé. Là. C'est probablement passé d'un ratio de 30-40 à 13, là, comme en ce moment. Mais là, ils essayent de transformer leur FinTech, qui est une business principalement qui fait des frais de transaction, en une expérience de e-commerce. Là. Ils ont appelé ça PayPal Open. Je n'ai pas approfondi vraiment là-dedans, mais je pense que vous allez pouvoir nous en... Je pense qu'ils essayent d'aller rechercher la valuation au lieu de 13 à quelque chose qui ressemble plus à 28-30. Fait que là, ils essayent de se définir comme un play full e-commerce 360. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais c'était ça le tagline des earnings. Selon moi, la meilleure affaire qu'une compagnie comme ça devrait faire, c'est qu'en plus, ils n'ont pas de dette. Là, c'est comme... Ils n'ont rien. Ils devraient quoi, racheter leurs actions? Tu dis la meilleure affaire, c'est quoi? Il y a 2 plays que je peux voir. Définitivement, tu peux racheter des actions, mais racheter des actions, ça ne crée rien sur le long terme. Ça fait juste booster ton prix artificiellement, mais c'est pas de la réelle valeur, selon moi. C'est de la valeur, c'est de l'ingénierie financière. C'est clairement que soit que tu achètes une compagnie qui existe déjà dans une industrie que tu aimerais finalement, genre, devenir un leader ou qui serait pas pire. Ouais. Tu essaies finalement de créer des synergies là-dessus, tu essaies de créer un nouveau segment de croissance. Je pense que dans ce domaine-là, là, les marges sont tellement en compression. Il y a tellement de compétiteurs. Là, puis Lightspeed, là, qui est une belle compagnie québécoise, vit la même affaire. Il y a tellement de compétiteurs qui veulent se coller à un système de paiement, charger les clients, là, être le frais de transaction, un peu comme la carte de crédit. Mais que tu penses à Stripe, qui est une compagnie privée qui va peut-être éventuellement, ça fait, je pense, 5 ans qu'il y a des rumeurs de IPO, mais Stripe est énorme.
Square, qui est Block, la compagnie que je pense que c'est XYZ maintenant, avec aussi Cash App. Il y a les banques traditionnelles, il y a des trucs comme Clover, il y a plein de compétitions. Fait que là, ils se disent, hey, nous, il faut pivoter dans un autre secteur. Puis là, comment qu'on fait pour, exemple, intégrer le AI dans un système de paiement sur un chatbot? Puis tu sais, je lisais rapidement, là, puis je trouvais que peut-être qu'il manque de clarté dans leur plan. Ce truc-là de PayPal One ou PayPal Open, j'essayais de comprendre. Ces compagnies de paiement, tu as raison, ils essaient toutes de faire des... Square, ils ont essayé de faire des plays aussi là-dedans. Parce que Square, à la base, c'est une compagnie, c'est du paiement à la base. Ouais. Puis ils ont fait un play de e-commerce. Ouais. À quel point ça a levé comparativement à des compagnies comme Wix ou Shopify, tout ça? Mais Square, ouais, c'est ça. C'est sûr que c'est moins utilisé. Square, qui est la compagnie Block, du même gars qui avait fondé Twitter. Exact. Eux, la croissance qu'ils ont eue, là, c'est quand ils avaient sorti le Cash App aux États-Unis, là, une façon de s'envoyer de l'argent en particulier. Là. Ça avait vraiment explosé. Mais en tout cas, on n'a pas vraiment approfondi PayPal, mais on va en reparler parce que j'ai vraiment été surpris du nombre de personnes qui nous ont écrit dans le live ou c'est quelqu'un avec 7 comptes TikTok qui nous a écrit la même affaire. Quel autre stock tu voulais qu'on regarde que tu as passé bien du temps ou tu veux qu'on parle du budget fédéral? Ou? Non, il y a une couple d'affaires, je pense que ce serait le fun qu'on check rapidement. Il y a un stock en réalité qu'on pourrait parler. Toi, tu le connais sûrement plus que moi, mais je trouvais ça intéressant. Michael Burry qui a acheté du fameux Lululemon. Ah, encore? Attends, faut que je check. Oui, je porte encore les bobettes. Mais j'ai pas lu pourquoi celle-là. Puis là, j'étais comme... Bon, Derek, il me parle toujours de Lululemon à chaque fois. Fait que c'est quoi le play selon toi? Pourquoi il a décidé d'acheter ça? Pourquoi lui, il a décidé d'acheter ça, je ne sais pas. Mais je sais que j'ai vu qu'il a fait pas mal de bruit avec son short sur Nvidia et son short sur... ça, on peut en parler. Sur Palantir. Mais Lululemon, honnêtement, il est impacté par les tarifs. Ils font la majorité de leur production au Vietnam, si je ne me trompe pas. Il est impacté par le boycott, comme on avait parlé, des exemples en Floride, quand j'étais allé, le monde disait les compagnies canadiennes, j'achète plus de ça. Ouais. Mais je pense que la compétition de Halo, A-L-O, je ne sais pas si tu as déjà vu combien que ça coûte. J'ai été dans leur magasin. C'est ridiculement cher. C'est genre au moins 2 fois plus cher que Lululemon. Ouais, je comprends pas le branding. Je comprends le hype en Californie pour les gens très fortunés, mais... Non, mais c'est pas la qualité. Il y a quoi de plus incroyable? J'ai été sur Sainte-Catherine au magasin. Le magasin est magnifique. Là. 2 étages, c'est comme... Ça leur a coûté une fortune de loyer. Puis là, tu regardes les morceaux, tu te dis... Mais je pense que j'ai été avec ma soeur, puis j'étais comme... Mais tu sais, Lululemon... C'est qui les malades qui achètent ça? Je sais pas. Moi, je vois des influenceurs sur Internet. Je vois pas tant de monde au Canada que ça. Mais moi, ça m'avait fasciné. J'ai une amie qui habite à San Francisco. Elle achète jamais son linge Lululemon aux États-Unis parce que le prix est exactement le même qu'au Canada. Mais là-bas, c'est en US, puis ici, c'est au Canada. Mettons, il y a de quoi qui se vend 89$. Ouais. Ça se vend 89$ là-bas. Fait que là, j'étais là, y a-tu de l'argent qui est laissé sur la table? Est-ce qu'on pourrait augmenter le prix? Mais j'imagine qu'ils ont une équipe pour ça. Là. C'est pas le CAF qui a investi qui va. Je serais même curieux de savoir si Canada Goose, ça va faire aussi, tu vois, si, mettons, ils augmentent leur prix à l'étranger ou non. Parce qu'on s'entend-tu, au final, à SF, tu pourrais vendre ton Lululemon pas mal plus cher qu'ici. Là. Je suis d'accord. Le salaire moyen là-bas est de combien comparativement ici? C'est pas pareil du tout. Là. Je me demande si les canettes de Gourou sont le même prix qu'ici. Sûrement pas. D'après moi. Non, j'ai checké. Ah ouais? Il y avait un post que Gourou avait fait autrefois, puis c'était comme Irwin ou je sais pas trop quoi, l'épicerie des milliardaires que tu vas acheter un pot de peanut, là, c'est 60$. Je sais pas. Genre, tu sors de là, faut quasiment que tu as liquidé un rein. Genre, en tout cas, cette épicerie-là. Puis c'était quoi le prix? Hey, même prix. Puis là, j'étais comme, c'est nous qui se fait avoir. Ah ouais, le même prix. Mettons la canette à 3$, c'est à 3,69$. Mais c'est 3,69$ ici aussi. Ben oui. Et en US, c'est vrai. Fait en tant que tel, ils font plus d'argent que le taux de change. Mais j'étais comme, là-bas, il y a de l'argent. Là. Moi, je te boosterais ça. Il y a une affaire de Lululemon, puis je vais me permettre de le dire. Je pense que ça, il n'y a jamais personne sur un podcast qui en a jasé. Souvent, le monde, il pense que c'est une compagnie de vêtements. OK? Puis c'est un nice to have, là. C'est pas un must have, là. C'est pas un painkiller, c'est plus une vitamine. On jase. Là. Mais le painkiller, le Lululemon avec leur tissu, là, c'est eux qui ont painkillé le camel toe chez la femme. Ben, je pense que c'est pour ça que c'est devenu populaire. C'est pour ça que c'est devenu populaire. Parce que quand tu portais ces leggings-là, tu voyais plus le camel toe. Ouais. Ben, il y a de la demande pour ça, I guess. Ben, c'est pour ça que c'est devenu aussi gros.
Toi, t'as-tu déjà eu? Non, moi, c'est ça que j'allais dire. Je suis pas trop un expert là-dedans. Non, mais c'est game changer quand tu y penses, tu sais. C'est quand même pas le fun avoir ça ou voir ça. 100%, mais normalement, leurs matériaux sont quand même très, genre, c'est de la qualité, là, quand même. J'ai acheté une coupe de pantalons, genre, que tu peux jouer au golf avec. Puis, tu respires bien, ça coche. Moi, je porte ces pantalons-là, puis je porte ces bobettes-là. Mon père avait jamais été au Lululemon, puis là, j'ai découvert ça, parce que mes amis, ça fait 3 ans qu'ils me bombardaient de l'acheter. J'étais, je paye pas ces prix-là, des malades. En tout cas, on va voir si Michael Burry avait raison ou tort dans celle-là, mais on va aussi voir s'il a raison ou tort avec Palantir. Oui. 66% de son portefeuille est un put. Ouais. Fait qu'en gros, qu'est-ce qu'il a fait, OK, c'est qu'il a ouvert des puts sur une valeur notionnelle qui est d'action. C'est pas la valeur, c'est pas qu'est-ce qu'il a mis dedans, c'est important de comprendre, OK? Ça veut dire que si ces puts-là étaient venus à exercice, ben ça vaut 912 millions. Oui, parce que qu'est-ce qu'il faut comprendre quand tu achètes une option, que ce soit un call ou un put, tu achètes le droit d'acheter. 5 millions, c'est 5 millions d'actions. Exact. Puis quand tu achètes un put, c'est un lot de 100 actions. Fait que tu achètes le droit d'acheter dans le futur à un prix élevé ou plus bas que ton strike price, le sous-jacent, l'action sous-jacente. Ouais. Ben, en gros, selon moi, on peut parler des résultats de Palantir qui étaient cette semaine, OK? Rapidement, là, compagnie, les chiffres sont exceptionnels, c'est vrai. Okay? C'est une compagnie qui est vraiment bien gérée. Si on regarde juste les lignes de chiffres, OK, par curiosité, ce sera pas bien long. J'ai tellement d'informations dans mon document, il faut que je retrouve c'est où j'ai mis ça. Marc, souvent, il tombe dans un rabbit hole. Là. J'y envoie comme le Google Doc, puis là, il regarde le premier point, il passe 3 heures sur littéralement, c'est pas mal toujours ça qui m'arrive. Genre, je passe sur des tangentes, puis je suis quand même, pourquoi je suis rentré aussi? On a juste 50 minutes d'émission. Hein? Ouais. Non, j'ai fini tard d'aller au Vaudreuil là-dessus hier soir. Mais vas-y. 1 heure. 1 heure du matin, OK. Mais vas-y. J'étais parti sur des affaires. Là. Anyway, Palantir, OK. 63% de croissance de revenus comparativement à 2024. On est à 1,18 milliard US pour le trimestre. Eux, ils ont 2 segments. Commercial plus qu'est-ce qui est au niveau qui est gouvernemental. Gouvernemental, ça reste que c'est encore plus gros comme secteur. Mais commercial, il y a eu 121% de croissance cette année. OK? Fait que si on regarde le split, environ 486 millions qui est gouvernemental, 397 millions qui vient du commercial, donc des grosses entreprises. 121% de croissance dans le commercial, fait que clairement qu'il y a beaucoup d'argent qui commence à venir de là. Puis au final, c'est les leaders dans tout ce qui est big data. Okay? Fait que, commercial, ça exclut les gouvernements du... Exact. Mais tout ce qui est militaire. Exact. Après ça, au niveau des earnings per share, on générait du cash. Qu'est-ce que je trouvais qui était super intéressant? Puis j'ai regardé un peu... Tu sais, une fois, je t'ai dit, j'ai regardé Shopify, parce que je trouvais que Shopify, dans le temps, était comme un peu le darling canadien. C'était encore un darling canadien, mais dans le temps, c'était comme la meilleure compagnie de e-commerce au monde. Il n'y avait personne qui était rendu là, selon moi. Tu avais des taux de croissance qui étaient pas mal l'équivalent de 60%. Puis j'ai regardé, c'était quoi leur cash flow, leur free cash flow qui est margin. Shopify, qui est quand même excellent, t'es à pas loin de 41%, puis eux sont à 46%. Fait que là, j'étais comme, c'est extrêmement élevé. Là. C'est beaucoup d'argent qu'ils génèrent là-dessus. Après ça, OK, ils ont encore beaucoup de deals qui ont été contracted. 199% d'augmentation year-over-year. Fait que tout est bon. Les guidance sont bons. Tout est bon. La seule affaire que j'ai de la misère à comprendre, c'est qu'autant que c'est excellent, si c'est une compagnie qui génère 4,4 milliards dans le chiffre d'affaires, pourquoi tu en payes autant que ça? C'est toujours là que c'est ma question. Pourquoi ça vaut autant? Ouais. C'est plus là que j'ai de la misère. Puis qu'est-ce qui est arrivé cette semaine? C'est que quand tu as le stock qui a monté after hour durant les earnings, j'ai passé de 206, 207 $ par action, il montait à 218. C'est là qu'il a frappé, c'est le 500 milliards de market cap after hour. Puis il a fini dans le négatif, puis après il a tombé. Fait que là, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, d'habitude, ça, c'est un signe que, genre, l'engouement, l'appétit qu'il y avait pour cette compagnie-là, le monde, ils font, OK, regarde, il n'y a plus d'acheteurs, il y a juste des vendeurs. À un moment donné, je suis comme, qui veut acheter? À un moment donné, il y a des mathématiques aussi. Là. Tu ne peux pas acheter à l'infini. Oui, mais ça, je pense que c'est une belle leçon de... Les gens achètent l'histoire de Palantir et n'achètent pas l'histoire de PayPal. T'sais, ils ne croient pas au revirement. Ouais. Puis lui, il croit à... Tous les contrats vont être à long terme, les clients ne partiront pas, il n'y aura pas de churn, ils vont continuer de croître à cette vitesse-là, tout ça. Puis là, dès qu'il y a une de ces variables-là qui lâche, la chaîne ABC peut lâcher. Écoute, c'est les leaders clairement là-dedans, mais ils utilisent toujours les bons termes, puis il faut que je le donne au CEO.
écoute-le passer à CNBC, là. Il vend son stock. Là. Moi, j'avais entendu, là, c'est Alex Karp, son nom, je pense. Ouais. Il disait, vous êtes fou de shorter ça. Ceux qui shortent ça sont... J'étais comme, il fait de la grosse promotion. Là. Il est comme, notre stock, c'est la meilleure compagnie. Il a dit cette semaine, notre stock, c'est la meilleure compagnie sur Terre. Il dit, il n'y a aucune compagnie qui est meilleure que nous. Puis là, j'étais comme... Mais moi, je pense qu'il y a peut-être un passé, genre en hypnose ou en programmation neurolinguistique. Je sais tu pas, l'écoutes, mais... t'es comme... T'as vu son background d'avocat, puis tout, c'est comme pas un gars du genre de... C'est ses cheveux. Moi, je pense que c'est ses cheveux. C'est ses antennes. Tout de top. C'est malade. Vous irez voir une photo de lui, Alex Karp. Mais encore là, moi, cette compagnie-là, t'as vu, ils sont tellement associés avec le gouvernement. Je sais pas quelle sorte des fois de passe-passe d'informations tu peux avoir. Une affaire spéciale qui doivent se faire quand t'as autant de pouvoir qu'une compagnie comme ça. Là. Mais l'autre qui a du pouvoir, Michael Burry, on en parlait, là. Moi, je serais même pas surpris que le gars, il est tellement SEO-friendly, là, il vend tellement de copies sur les réseaux sociaux et tout ça. Un peu comme Buffett, quand il investit, il fait bouger le marché. J'ai comme l'impression que c'est peut-être ça aussi. Je me suis remis en question. Un affilié, lui, de quelque chose. Ouais, je me suis remis en question, puis j'ai fait, coudonc, clairement que le gars a fait bouger le stock, puis il a fait bouger le marché avec ses affaires. Nvidia, sûr et certain. Plus PLTR, il a dit qu'il était short là-dessus. Le marché s'est tombé en même temps que le stock annonce ses résultats. Ça n'a clairement pas aidé. Puis là, tu fais comme si quelqu'un a vu son portefeuille, a fait le screenshot, mais il a peut-être envoyé genre un Google Drive. Hey, publiez ça, ça va être bon. En tout cas, je veux pas l'accuser de rien, mais c'est quand même quelqu'un sur qui on avait fait un film en 2000, sur l'épisode en 2008 du crash qui avait prévu le crash immobilier aux États-Unis. Mais depuis ce temps-là, il doit y avoir à peu près 50 moves qui a fait qu'on n'a pas fait de film dessus, mais que c'était allé dans le contraire de ce qu'il disait. Ouais, 100%. Fait que ça reste... Je peux parler d'une autre compagnie aussi, sinon, qui a crashé un peu dernièrement. Pas Collabore. Non. On en a assez parlé. Hey, by the way, juste faire une parenthèse. Je suis allé chez 2 des compétiteurs de Collabore. Ouais. Cisco avec un Y à Boucherville, puis Gordon. Ouais. Les 2 sont dans la distribution alimentaire. Puis moi, ce que j'aime quand tu vas là, je suis allé juste chercher des paquets, là, des boîtes de pizza pour nos livraisons. Puis tu jases avec les employés. Puis comment ça va ici? Hey, oui, vous avez signé tel contrat. Hey, moi, avant, j'allais à l'autre place. Comment ça? C'est ouais. Hey, là, le gars, il commence à te parler. Devient chum. Ouais. Hey, c'est rendu que Costco, maintenant, nous fait compétition. J'étais là, ouais? Distribution alimentaire? Ouais. Hey, il coupe les prix, tout ça. Là. OK. Tu vois, ça, c'est du data que tu n'as pas ailleurs. Ouais, ils sont rentrés. Leur stratégie, au début, c'était les fleurs. Ils ont attaqué les fleuristes, qui est un marché très fragmenté, puis livraison de fleurs, Costco. J'étais, ouais, ils ont fait ça, puis là, ils commencent à rentrer dans l'alimentaire. Fait... La distribution, pas juste exclusive à eux, mais pour d'autres choses aussi. Là. Je sais pas exactement, mais... C'est intéressant ça, d'aller voir moi, ça. je trouve Costco, c'est tellement une compagnie qui innove. Là. Hey, j'avais vu là, 2-3 semaines qu'elle allait distribuer ou vendre du Bitcoin des succursales. Il y a eu la nouvelle de Ozempic qui allait le vendre à 50% aux États-Unis. Les deals qu'ils font, c'est absolument incroyable. Les hooks qu'ils amènent avec les poulets, la cantine à l'entrée qui est pas chère. Ah oui. La politique de remboursement. Le gros hot dog avec ta grosse saucisse que tu peux ramener. Tu peux ramener un poulet à moitié mangé. Man. Oui, les petits stands de dégustation durant le dîner. Ouais. Non, c'est incroyable. En tout cas, qu'est-ce que tu voulais me parler? Vas-y. Un stock qui a baissé. Est-ce qu'on parle de Palantir? Oui. On parle de peut-être que le Michael Burry dit que c'est peut-être le top. Anyway, il se trompe souvent. Mais un stock qui a pas mal baissé, qui est quand même un darling, c'est Meta. On s'en est fait énormément parler. Ouais, Meta. Encore ce matin, il y a du monde qui m'appelle. Il me dit, hey Marc, tu penses quoi de Meta? J'étais comme, hey, là, je peux pas te donner de recommandations. Non, mais maintenant. Surtout que c'est ça. Mais on peut quand même on peut en parler, puis on peut dire qu'est-ce qu'on en pense. Okay? Fait que, vas-y. Moi, Meta, toujours été un fanatique de ça, à part quand il y a eu la phase de Metaverse à un moment donné. Je trouvais qu'il s'éparpillait un peu. Mm-hmm. Puis, si on regarde les derniers chiffres qui sont sortis la semaine passée, 26% de croissance encore à ce jour, 51,2 milliards de chiffre d'affaires pour le trimestre. Donc, ça, c'est du cash. Là. Ouais, c'est plus que tout ensemble. Ouais. Qu'est-ce qui a été bon en tant que tel, c'est que il y a 2 flags que j'ai remarqué. Pourquoi que le stock a baissé de 20% depuis? C'est ils ont dit qu'il allait avoir des investissements de CAPEX, des investissements dans tout l'équipement, dans l'infrastructure qui allaient être massifs en 2026. On parle de pas loin de 70 à 72 milliards de dollars US, OK? Fait que ça, il y a 2 craintes, selon moi, que ça a créé sur le stock. C'est que, ça va commencer à mettre de la pression sur les marges, OK? Parce que tu commences à investir pas mal. Tu vas avoir du monde après qui va être engagé pour tous ces investissements-là. Tu vas avoir beaucoup de dépenses qui vont venir avec ça, OK? Fait que les marges, on s'attend qu'ils baissent, puis ils ont déjà commencé à baisser. Fait que les marges actuellement ont baissé de 3%. On est rendu à 40% dans les marges d'opération.
Puis la vraie question, je pense, qu'est-ce qui arrive, c'est comment concrètement que tu monétises ces investissements-là, qui sont massifs, là, 70 à 72 milliards, tu fais 51 milliards par trimestre, ça commence à faire de l'argent. Ouais. Est-ce que c'est de l'AI seulement que tu vas mettre sur les campagnes publicitaires pour tes clients? Parce qu'au final, c'est quoi le modèle d'affaires de Meta? Vendre la pub. C'est vendre la pub. Mm-hmm. Ils veulent que le retour sur investissement, finalement, de leurs clients soit le plus élevé possible pour qu'ils restent les leaders. Fait qu'il y a beaucoup d'AI qui a été implémenté là-dedans, puis il y a beaucoup de mises à jour qui sont sorties sur l'AI dernièrement là-dedans. Mais la question que le monde se demande, c'est OK, à part ça, il y a quoi d'autre? Oui, exact. Parce qu'à un moment donné, c'est dans le metaverse, là, on s'entend. Non. Puis c'est ça, je pense, qui arrive, c'est qu'il y a du monde qui se disent, ben, dans le temps, vous avez dit qu'il n'y avait pas eu de problème avec Metaverse, on allait injecter du cash comme rien, puis check que ça donnait à la date. Zéro. On n'en parle plus de ça. Non. Oculus. D'après moi, il s'est fait comme taper ses doigts. Hey, le mot Metaverse, il y a tu plein le changes pour le mot essayé. AI dans ton Oculus, discours. tu sais, les lunettes VR. Oui. Ah, on en parle-tu de ça? Non. Non, mais quand t'es lui, là, mettons Mark Zuckerberg puis son équipe. Là, mais moi, je pense que lui, il s'en fout de perdre de l'argent. Exactement. C'est sûr que c'est ça, parce que lui, il en a de l'argent. Il y en a. Il veut créer des projets. C'est son créatif. Meta, c'est son veut bébé changer le monde pour tester ces théories-là. Exact. Puis là, je me dis, il n'y a pas tort en final. C'est un entrepreneur. C'est sa compagnie. Ben, c'est pas toute sa compagnie maintenant. Mais c'est sûr que ça. Mais je me demande à quel point le board est capable de dire, hey là, calme-toi, mettons là-dessus. Genre, je comprends que c'est ta business comme tu dis, mais c'est quoi la limite qu'ils m'ont donné? Oui, puis c'est pour ça quand tu frappes un plateau puis peut-être une décélération. Tu sais, comme Steve Jobs, là, mettons, là, ils faisaient tout leur argent avec le Macintosh là, ou le Mac 2. Je ne me rappelle plus comment il s'appelait, l'ordi qui avait sorti. Lui, il dit non, moi, je design un ordi en forme de pomme, qui est l'ordi que j'avais quand j'étais au secondaire et au primaire. C'est les premiers pommes là, fluo. Là. J'en avais un rose. Là. Ouais. Mais là, tout le monde était là. Ouais, mais là, pourquoi tu prends nos meilleures personnes puis tu bâtis ton équipe, tu écouteras ou tu liras son livre? Lui, il dit, je m'en fous. Là. Lui, il était à la limite, genre, il reconnaissait même pas le travail de Steve Wozniak qui, avec sa branche, rapportait 90% des revenus. Lui, il voulait juste développer de quoi puis d'innover. Et on l'a vu, ça a amené quand même au iPhone, Apple. Puis iPod au premier, puis la tablette après. Ça, ma soeur en a encore un. Ma soeur, elle jouait un petit jeu, tu tournais la roue, là, puis ça a c'était fort. Non, mais tout ça pour dire, c'est des créatifs, c'est des gens qui n'ont pas besoin d'argent, qui se foutent de l'argent, puis qui ne l'ont jamais fait pour l'argent. Fait que je pense pas que ça va changer. Exact. Mais je pense que ce qui arrive maintenant, c'est que je pense qu'il a utilisé le même discours dernièrement. Il a dit, je m'en fous de perdre de l'argent. Parce que lui, ça, je les comprends. Actionnaires. Mais si t'es une compagnie publique. Mais Elon Musk dit à ma affaire. Ouais. Si ce que je dis me coûte tant de milliards. Tellement souvent que le monde, c'est son personnage, tu vois. Puis ses projets, autant que il y a plein de gambles qu'il fait sur des affaires un peu trop visionnaires, ça fonctionne. Fait que là, la question du monde dans le live hier, c'était est-ce que je dois en acheter? Encore là, on ne peut pas donner de conseils financiers. Mais c'est sûr que je le suis de proche parce que si tu compares le Mag 7, les autres 6 autres très grosses compagnies qui drivent les large cap du Nasdaq, il est pas cher. Meta. Pas cher. Compagnie qui est en bonne santé, qui a des super belles marges, que je pense pas que ça va partir à l'intérieur. En ce moment, juste pour vous dire une idée de grandeur, notre budget ads chez Poche et Fils pour les 45 prochains jours est plus que 6 chiffres. Tabarouette. Tout à Meta. Il y en a d'autres ailleurs, mais si ça vous donne un indice, je ne recommande pas de l'acheter. Je vous dis juste où est-ce que moi je dépense notre argent. Ouais. Et c'est là. Price earning 27,7, juste rapidement. Croissance des revenus de 17% sur les 3 dernières années en moyenne. Ils ont du cash, ça n'a même pas de sens. C'est des return on equity. Tantôt, on parlait de PayPal qui était à 17-18, ils sont à 30%. EBITDA margin, 52% comparativement à 24% pour PayPal. Fait que, pas de mauvaise compagnie. En termes de chiffres. Ben, je te crois, Marc, parce que c'est toi le quant du show. Je vais toujours te show. Hey, on saute du coq à l'âne. Je veux parler d'Hydro-Québec. Ah, ça, je l'ai eu. Ça, tu l'as. Ça, j'ai été créatif. Ah, oui. Là, ça coquait. Là. J'étais comme, bon, on va aller pitcher à Hydro-Québec, mon idée. Ouais, mais ils n'ont parlé, by the way, dans le budget. Ils n'ont parlé dans le budget. Je faisais des recherches. Mais c'était ton idée. Mark Carney en a parlé, mais c'était ton idée. Ça, je te le donne. Il m'a appelé avant, il m'a dit là, Marc. Fait que c'est quoi ton. Fais-nous ton elevator pitch. Non, 15 secondes. Non, mais on va y aller. On commence là, ton discours, puis après, on va embarquer. Il est fini mon discours, j'entends juste ton pitch. Non, mais en gros, si je regardais, c'était quoi les taux d'utilisation d'Hydro-Québec, c'est quoi la capacité qu'ils ont actuellement de production. J'ai regardé un peu c'était quoi la distribution qu'il y avait aux États-Unis. J'ai sorti des chiffres là-dessus, parce que j'étais curieux de savoir,
OK, mettons que tu ne changes pas ton grid actuel, c'est combien que tu peux directement aller livrer aux États-Unis avec la capacité que tu as actuellement. Oui. Okay? Fait que je vais aller juste sortir les chiffres, OK? Puis. Ben, okay. Fait que là, en gros, qu'est-ce que je lisais, c'est que tu as environ 60% de la capacité totale qui est utilisée actuellement, OK? Hydro-Québec. Fait que c'est, mettons, le max qu'ils peuvent produire, on va dire, c'est une gigatonne, mais ils utilisent 60% de ça en moyenne. Puis le 40%, il fait rien? Il dort? Ben, qu'est-ce que je comprenais, c'est que ça va dépendre, parce qu'au final, tu sais, l'eau, le courant, ça peut dépendre. Il y a plein de facteurs saisonniers de ce que je OK, ça dépend pas du fait que il fait moins 40, je vais aller gruger dans ce 40%-là. C'est genre la capacité maximale, en ce moment, il utilise 60%, comme quand tu recharges à 80% ton téléphone. Exact. OK. Exact. En ce moment, on pourrait en utiliser plus, mais on n'a pas besoin d'utiliser plus, tu vois. Oui. Puis ils sont pas capables de la vendre puis de la passer ailleurs. Mais là, c'est là ma question. J'étais comme, OK, on a fait combien? Puis là, j'étais allé voir, mettons, en 2023, je regardais les chiffres que j'ai trouvés rapidement publiquement. Ils ont vendu aux États-Unis 6%, OK, de leur énergie. 12 TWh, je pense que c'était TWH ouais, sur 196. En 2024, OK, on était à environ reduce more by half, OK. Fait qu'ils ont vendu la moitié moins en 2024. Puis maintenant, en 2025, je ne sais pas exactement c'était combien. Mais c'est marginal. Ça ne doit pas être très gros, là, c'est miniature comme chiffre. Puis je me dis, aux États-Unis, quoi, tu prends juste 2-3 États à côté, on est plus que le Canada quasiment combinés ensemble. Ouais. Fait que qu'est-ce qu'on fait là? Juste l'État de New York. Oui. Ouais. Fait qu'est-ce qu'on fait? Puis là, qu'est-ce que je vois, c'est que dans le budget finalement canadien, c'est là qu'il commençait à avoir un peu des des affaires qui commençaient à se connecter ensemble. C'est que tu vois que Carney, il veut sortir des États-Unis d'une certaine façon. OK? Il a clairement dit qu'il voulait faire des investissements à long terme pour le Canada, puis surtout un budget pour se diviser le plus possible des États-Unis. Moi, je pense qu'il va aller plus vers l'Europe, puis surtout la Chine. Ça me donne ce feeling-là, en tout cas. Je ne sais pas, il va aller où sinon. Pour l'électricité? Non, pas pour l'électricité. Okay, non, là, ça fait pas de sens. Il ne l'enverra pas en bateau. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre des batteries, on va envoyer des Duracell. Ça va être compliqué. Le coût énergétique de se rendre, finalement, on n'a plus rien. Le bateau est déchargé. Oui, exact. Mais moi, ce que je trouvais bon dans le budget, c'était comme l'aspect des data centers, les centres de données, les serveurs qui ont besoin d'énergie. Mais est-ce qu'on les crée ici ou sont aux États-Unis et on crée l'infrastructure pour aller se rendre là? Peut-être. C'est sûr qu'avec Trump, il ne voudra pas, mais ça aurait été le fun de les attirer ici. Tant qu'à attirer des petites compagnies suédoises à McMaster qui ne voient jamais le jour, c'est bien d'attirer des gros. T'attires Nvidia et leur clic là, qui s'envoient des 100 millions comme Spider-Man demain. C'est là le problème. Je pense il va y avoir des gros problèmes. C'est que genre, pourquoi tu veux sortir des États-Unis, tu veux être moins dépendant des États-Unis, mais en même temps, tu veux ramener des compagnies américaines ici? Moi, je cherche juste une façon de faire de l'argent puis d'être moins pauvre. Je suis d'accord. Oui, c'est juste ça. Là. Mais je vois pas comment... Trump, il va pas accepter ça. Là. Je sais pas, je veux pas rentrer dans la politique, mais j'aimais le play que notre électricité est pas chère. Qu'est-ce qui a besoin d'énergie? Le AI, on l'a. On a 40% de gap qu'on peut aller selon tes chiffres. Puis, il fait fret, ça. Qu'est-ce que tu as besoin? De refroidir tes serveurs et tes centres de données. Et on a tout. En tu rajoutes un peu de neige là-dessus. On pourrait quasiment faire un film de Disney avec ça. On pourrait commencer à vendre de l'eau. On n'ira pas là. OK, t'avais-tu vu quoi d'autre dans le budget fédéral? On n'a jamais parlé de politique, mais là, on va le faire parce est-ce qu'il y a un impact sur votre portefeuille? Que ce soit à la bourse ou que ce soit dans votre day-to-day? Moi, j'avais vu... c'est pas clair, mais il y a encore sur la table le fait d'imposer plus les gains en capital. Que ça, c'est pas clair. Quand Trudeau l'avait instauré, couple de semaines, une couple de mois après, il l'avait enlevé, là, au lieu que 50% de ton gain en capital soit taxé, c'était 66% en haut de 250 000 $. Ça, j'ai l'impression que c'est encore sur la table, puis vous pourrez nous dire dans les commentaires si ça l'est encore. Mais ça m'a foutu à la chienne. Puis je pense que Trudeau, dans le temps, il y a eu une couple d'appels de high net worth individual qui a dit « Hey, tu vas pull back là-dessus. Fais un petit pull back. » Ouais. J'ai vu encore beaucoup, je pense, beaucoup de tous les projets d'infrastructure. Clairement que là-dedans, il pourrait y avoir des affaires qui sont intéressantes au Canada. Je pense que c'est beaucoup ça que moi, j'ai vu qui piquait ma curiosité. Fait qu'il y a deux styles de compagnies que je me suis dit qui peuvent être intéressantes là-dedans. C'est soit des compagnies utilities, des compagnies comme Fortis, des affaires comme ça qui sont cotées en bourse. Ou sinon, ça pourrait être des compagnies, mettons, de génie conseil, comme on parlait avec mon grand-père. Puis, mettons, il y aurait... intelligence artificielle, honnêtement, au Québec, t'as quoi qui est bon là-dedans? Je sais pas.
exact. Pas grand-chose. Mais même ça me surprend, tu vois. Je suis comme, Ouais. comment qu'on peut être un aussi gros pays, aussi avancé que ça, mais on n'a rien C'est en vrai, intelligence artificielle. parce que l'autre jour, on parlait de Sherbrooke, qui essaie d'être la mini-capitale du quantum, mais au niveau AI, t'as raison. Aux États-Unis, là, tu peux même pas les compter tellement qu'il y en a. Moi, j'avais lu l'impact, mettons, d'un budget déficitaire, là, comme c'est souvent le cas avec les libéraux. Ouais. Des taux plus élevés, un dollar Ça, canadien tu le plus vois, faible. le dollar aujourd'hui s'est fait détruire depuis. Le dollar est le très budget. faible. Oui, très, très faible. Mon opinion, c'est qu'il a même dit, parce que Carney il a même dit que ça va sûrement créer une pression à court terme sur nos obligations, puis sur le dollar. Mais il faut qu'ils en vendent plus d'obligations pour se financer. Ouais. Ça amène des taux plus élevés. En tout cas, je sais pas encore là, ils vont vendre ça où? Mais c'est bon pour les exportateurs, selon la théorie. Et qui exporte? Bombardier. Est-ce qu'on parle de Bombardier? On peut parler Bombardier. Oui. Ouais. Parlons-en. Compagnie qui a pas mal monté, en tout cas depuis les dernières années, mais surtout la dernière année. Mais hein? Tu sais, le play, ça a été vraiment les jets privés là-dessus. Oui. Fait que ça montre que les riches viennent de plus en plus riches, clairement, puis t'as pas de problème. Là. Non, mais tu sais, leur division activité, là. Défense. Non, pas juste défense, mais genre Sea-Doo, Ski-Doo, puis des trucs de C'est plus là-dedans, ça. Là. Ah, ils ont séparé ça. Ça fait longtemps, ça. C'est BRP, c'est coté en bourse aussi. OK. Tu vois, je suis pas pantoute de ça. Non, BRP, c'est. BRP, ça l'a très bien fait durant la COVID, ce stock-là. Ouais. BRP, eux, il y a beaucoup d'intelligence artificielle qui rentre là-dedans, puis dans toute leur chaîne d'approvisionnement. Sur la rive sud, sur la. Tu vois, je connais pas grand-chose, puis en plus, un de mes bons C'est chums sur la 30. travaille là, puis il va sur la 30, ils ont leur centre de distribution à l'interne maintenant. OK. C'est beaucoup de robots qui vont bouger partout dans l'usine, qui vont aller finalement gérer cet inventaire-là. Mais... En tout cas, c'est la renaissance du Phoenix. Si vous regardez le stock dans les 5 dernières années, Bombardier, là, on a tous eu des histoires, surtout de nos parents, là, qui est bien des Québécois qui ont perdu beaucoup d'argent dans Bombardier, dans leur aventure avec l'aviation et tout ça. Ça a été... Il a raconté toute sa vie, ça. Mon père Son aussi. conseiller qui avait dit, garde ça. C'est fait détruire. Tout le monde a perdu. Ouais. D'ailleurs, quand on a publié le clip avec ton grand-père, qu'on parle de Lion électrique, vous avez été plusieurs à réagir. Je pense qu'on n'est pas tout seul, ton grand-père, à avoir perdu de l'argent avec les autobus électriques. Il y a beaucoup de monde qui aurait frustré là-dessus. Mais hein? Ouais. Mais je réécoutais l'épisode, je suis là, il aimait ça, les autobus, ton grand-père. New Flyer, Lyon, je le crée bien. New Flyer, pas No Flyer. faut que ça vole le stock. Il faut que ça monte un peu. Si ça monte pas, il va être déçu. On en a parlé d'entrée de jeu. Tu fais quoi quand le Nasdaq baisse de 2-3 %? Oui, bonne question. 2-3 %, c'est rien, là, surtout si tu regardes sur le début de l'année. Okay, c'est pas grand-chose. Fait au final, des 2-3 %, moi, je suis contraire. Je trouve que c'est santé et c'est important d'en avoir. Si tu as un marché qui fait juste monter à chaque jour, à chaque semaine, est-ce que c'est bon? Non. C'est que tu peux jamais rentrer dedans. C'est un peu comme le stock de Dollarama que t'attends qui baisse. C'est comme un élastique. Oui. À part Dollarama, quand l'élastique, elle fait juste toujours monter. Ouais, il y a eu des petits replis, mais c'est toujours trop cher. Ça fait 5 ans que c'est trop cher. Ouais. Dollarama, c'est une autre histoire. Ouais. On va essayer d'avoir quelqu'un de Dollarama sur le show. Ça serait fou. Surtout avec leur expansion dans l'Amérique latine. Ah ouais? Ça fait... Moi, j'avais dans le temps, je n'avais parlé, dans ma famille, quand j'avais vu l'expansion en Amérique latine, centrale, surtout, j'étais comme, ça va être majeur complet. Mais hein? T'as une clientèle qui est moins fortunée. T'as un marché qui est extrêmement fragmenté. Ça a eu lieu là ou ça? Ça fait une couple d'années. OK. Puis regarde, le stock fait juste monter. Puis regarde maintenant, quand tu achètes des produits chez Dollarama, c'est toujours écrit en 3 langues. En espagnol, en anglais puis en français. Parce que c'est des produits qui sont vendus en Espagne aussi. Puis qu'est-ce qui arrive? Une fois, ma soeur, à l'Halloween, elle a des bonbons. Puis là, je vois des bonbons colombiens. J'étais comme, c'est quoi cette affaire-là? Là, j'ai comme, t'as acheté ça de Dollarama, right? Elle dit, ouais. Ils réutilisent tous les mêmes produits. C'est le cross-selling. La chaîne d'approvisionnement, elle est légendaire, selon moi. Dans une des vidéos que je faisais, comment va l'économie, puis je disais, hey, j'ai reçu une palette de caramel qui a fait plus de 100 000 vues. Le monde, Dollarama et Costco, je pense au moins 20 commentaires chacun. Ça vaut tel prix chez tel... Là, j'étais là, OK. Juste de lire des commentaires, des fois, peut être un bon indicatif de qu'est-ce que les gens possèdent. Puis Dollarama est très, très, très populaire. C'est le genre de business qui n'est pas affecté par une récession ou un ralentissement économique, que même que ça aide parfois, un peu comme McDo. McDo, il gagne quand il y a une récession. C'est pour ça que
peu importe la condition économique, le monde en achète. C'est résilient à mort. C'est extrêmement résilient. C'est tough à battre comme modèle d'affaires, honnêtement. Mais McDo, on en parlera parce qu'aujourd'hui, il y a les earnings. Moi, je regarde ça. Puis d'ailleurs, il faut que je publie une petite vidéo. Je me suis déguisé en Ronald McDonald, le dernier épisode avec ton grand-père. Mais juste avant, j'étais allé à commande à l'auto. Puis je demandais à la fille, hey, ça fait combien de temps qu'on ne s'est pas vu? Elle disait que ça faisait 2 ans que Ronald McDonald n'était pas allé. Fait que la cote de Ronald est moins populaire, mais j'ai appris de quoi que quasiment changé ma vie. Savais-tu que Ronald McDonald n'était même pas employé de McDo? Il travaillait pour une agence. Puis c'est comme un freelancer qui venait sur demande dans... C'est fou, ça. Ça, c'est des passeports à la McDo. Ça. C'est comme dans le film. Il y en a eu des passeports. Puis d'ailleurs, on a la preuve parce que la dame à la caisse 1 qui me charge et le gars à la caisse 2, ils m'ont confirmé ce que je viens de vous dire. Autre sujet. Vas-y. Ça, t'as ouvert une porte autrefois là-dessus. Je trouve ça intéressant. Vas-y. Ikea, pourquoi c'est pas coté en bourse? Ouais. Pourquoi c'est pas coté en bourse, Ikea? Ben, tu sais, c'est quoi la structure qui est derrière ça? C'est une fondation, je pense. Fondation qui est dans quel pays? On va aller voir ça. Je me souviens pas, mais c'est intéressant. Mais c'est suédois, Ikea. Oui, c'est suédois. Mais la fondation n'est pas là. Ouais. On ira voir. By the way, achat de chez Ikea, notre nouvelle table, 89$ plus taxes, on a cheapé out. C'est pour ça qu'on parle d'Ikea. C'est pas la plus belle, mais ça fait la job. Ça fait la job. Moi, je suis fasciné par leur modèle d'affaires. T'es comme sucké in dans les pièces. Puis là, quand t'as des enfants qui essayent tous les lits, tous les divans, tu passes genre 2h30 là-bas. Puis tu sors tout le temps avec des toutous. Ça, c'est ça. Ouais, non, c'est... Fait que tu dis que c'est où? T'as-tu les infos? C'est... OK, c'est enregistré... Mais moi... OK, c'est ça. C'est basé dans les Netherlands, dans les Pays-Bas. OK. Ça s'appelle le Inga Group. OK. ING. C'est genre le nom d'une chaise, là. Ouais. Pas probablement. Ouais. Ou leur brioche, je sais pas. Là. Oui, les bon. brioches. Une des 50, j'ai mangé une. Ouais, non, Manger un ça, cornet, c'est un livre. Ah, mais ils sont forts. Ouais. Faudrait comparer avec Walmart puis Costco, mais on n'a pas eu. C'est une fondation. Fait que c'est une fondation, c'est un non-profit, effectivement. Fait que c'est pour ça que c'est aussi pas cher. Ils font pas de profit. Il y a bien des non-profits que t'arrives au head office, puis le gars, il a la grosse Mercedes, le gros bureau, mais c'est une non-profit. Ouais, je suis sûr que leur bureau était très beau. Même. Ah ouais. Tu penses qu'il y a des meubles Ikea dans leur bureau? Ou... J'espère. Ah non, ils loadent chez Costco. Ils ont des stocks de Costco. Ils vont chez R2, le magasin qui est ouvert que ça coûte 20 000 liquidation. OK, non. Je pensais le magasin de liquidation. OK, mais c'est intéressant, ça. Non, avec c'est une compagnie comme ça, honnêtement, ça ira jamais public. Ben non. Jamais à cause de comment c'est structuré derrière. Mais après, la question que tu te demandes, est-ce qu'une compagnie comme ça aurait besoin d'aller public si tu élimines cette structure-là? Ça serait quoi l'avantage pour eux? Ils ont déjà une distribution internationale, ils ont déjà une réputation, ils ont du capital. Moi, je pensais que genre le gouvernement suédois ou quelqu'un les backait là, pour expansionner aussi rapidement sans avoir de capital public. C'est assez phénoménal. Hey, construire un Ikea, là. Ça doit coûter cher en tabarouette. Je sais pas combien. C'est eux qui détiennent le bâtiment, tu penses? Sûrement. Ben oui. Ouais, parce que de toute façon, ils bougent pas. Ça me surprendrait que ce soit Cominor qui loue à Ikea, là, on s'entend. Un lease de 100 ans. Comme Taïwan. Ouais, puis après, tu leur as tes appels parce qu'il faut que tu changes une ampoule, t'attends une semaine. Oh, ouais. Je lisais par rapport à la baisse du 2%, là, il y a environ 12 par année de 2%, d'environ 2% et plus baisse 12 par année. Fait qu'une par mois. Fait de quoi ça? Des baisses de 2%. Dans les marchés? Du Nasdaq. Ah, c'est quand même, il y en a. C'est ça. Oui, c'est fait qu'il normal. faut pas paniquer, mais hier, c'était comme Burry est short. Là, oui, mais c'est parce que, regardez, il faut mettre en perspective des fois les choses. OK? C'est quand tu as un marché qui était tellement habitué que ça monte chaque jour, que quand la seconde que tu vois du rouge, tu penses à la fin du monde. Oui. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est que tu dis, c'est le début de la fin. Là. C'est le début. Ah, ça a trop monté, ça va. Ouais. Tu t'en souviens, j'en parlais au début de la semaine. Je pense que ça peut baisser un petit peu. Mon feeling, c'était ça. Mais moi, je suis extrêmement bullish d'ici la fin de l'année. Encore une fois, mon opinion, c'est ça, à cause que, regarde les statistiques de ton côté. Mm-hmm. Les statistiques disent que tu ne short pas le marché en novembre. OK? Deuxièmement, les compagnies ont sorti des bons résultats. C'était pas mauvais quand on a sorti. Mm-hmm. Troisièmement, on a un lockdown aux États-Unis qui est encore présent. Moi, je pense que l'idée du lockdown, c'est de mettre de la pression sur le marché de l'emploi, que ça crée un potentiel ralentissement, qu'après que la Fed n'a pas le choix de couper. C'est Trump un peu qui...
Il y en a qui jouent avec il y en a j'ai lu des théories là-dessus, puis j'étais comme, honnêtement, c'est une théorie qui fait quand même du sens. Si tu veux absolument que la fête coupe, qu'est-ce que tu fais? Toi-même, tu peux même affecter l'économie si tu veux. Après, ils n'ont plus vraiment le choix de couper. Fait que après ça, on parle de la liquidité l'autre fois. On parle que la Fed, la Fed à l'arrêt maintenant, sont tout ce qui était le QT qu'on a parlé. Ouais. C'est tous des éléments qui sont extrêmement bullish pour les marchés, en tout cas les marchés des actions, marchés de tout ce qui est du risque. Un de mes amis, il suit beaucoup Twitter. Ouais. Puis un des gars qui est très présent sur Twitter, il s'appelle Mike Alfred. Tu connais-tu? Il l'appelle son Quants, là, qui est anti-contrarien, là, qui va toujours à l'inverse. Puis lui, il dit qu'on n'est jamais assez bullish. Il répète tout le temps. C'est comme son tagline. Mais je pense que lui, il est dans le business du divertissement et du média. Ouais. Ça grimpe son following, un peu comme... Les constant bear tellers, il y en a que c'est à l'inverse. Oui, parce que c'est ça qui vend, la peur. Puis c'est ça qui vend du clic. Fait que c'est comme surpondéré, je trouve. C'est comme, je vois la fois, il y a un graphique que j'ai vu beaucoup dernièrement. Il faut que je mette les choses en perspective. C'est les rapports de JOLTS. Okay? Il y en a qui disent... les JOLTS, c'est la quantité d'ouverture de postes d'emploi. Oui, okay. Il y a 2 graphiques que j'ai vus. C'est qui montrent que le marché boursier a continué de monter pendant que les jobs ont baissé. Mais ils montent sur une période qui est comme avantageux pour eux. Puis il y a une autre affaire que j'ai vue aussi, c'est qu'ils disent depuis que ChatGPT est sorti, la quantité de jobs a juste baissé. Mais là, j'étais allé voir ça en détail, ce graphique-là. Parce qu'il y en a qui, genre, tu vois, ils veulent juste vendre des clics. Là, j'étais comme, à première vue, j'étais comme, OK, c'est intéressant, effectivement, ça fait peur. Mais en même temps, j'étais comme, la première chose que tu vas faire si tu as un ralentissement économique qui s'en vient, c'est commencer à enlever des postes d'ouverture de job. Ouais. Fait que j'étais comme il dit, c'est un indicateur qui est précurseur d'habitude. Avant de virer du monde. Exact. On va avoir, exact. On va avoir un style de récession. Mais après, j'ai regardé qu'est-ce qui se passait depuis les 10 dernières années avec les JOLTS. Puis on est revenu au niveau qu'on était d'ouverture de job d'emploi avant la COVID. Okay? Fait que quand il y a eu la COVID, ça a fait un big dump. Puis après, ça a monté à un niveau qui n'a jamais existé dans l'historique des jobs d'emploi. Okay? C'était comme tout le monde voulait engager après la COVID. Okay? Tu avais de l'argent comme jamais qui était injecté dans le système. C'était comme, hey, taux d'intérêt quasiment nul. Oui, à la place d'engager une personne, m'en engager 3, c'est le même prix que d'habitude. T'as mal d'argent, j'ai des subventions, j'ai le gouvernement qui me donne tout. Tout le monde recevait de l'argent gratuit. Fait que là, j'étais comme, OK, il y avait une bulle dans la quantité d'ouverture de job. Tout le monde était engagé, taux de chômage qui a commencé après ça à diminuer. Fait que là, quand la nouvelle sort qu'il y a moins d'ouverture... T'engageais plus juste du talent, là, on s'entend-tu? Oui, c'est ça. T'engages pas mal n'importe quoi. T'engages tout, là. T'as 2 bras, t'as 2 jambes, viens travailler chez nous. Exactement. Je voyais des pubs de même. Compagnie de construction, d'ailleurs. Au final, t'avais pas tout du monde qui était qualifié pour les postes qui étaient ouverts. Oui. Maintenant, ça a commencé à diminuer, cette affaire-là, puis c'est juste revenu au même niveau qu'avant la COVID. Fait que j'étais comme, est-ce qu'on a réellement moins de demandes d'emploi qu'avant? Si tu regardes historiquement, pas vraiment. C'est le même niveau qu'avant la COVID. C'est juste que tu avais une bulle, puis après, le monde, ils disent que, ben là, regarde comment ça a baissé, puis le marché monte. Tu vois, c'est pour ça que c'est important d'avoir quelqu'un d'intelligent sur le podcast. C'est des analyses en profondeur de monde. Mais c'est pas si profond, mais ça me frustre quand je vois dire parce que tu lis juste le headline, tu lis la première phrase ou tu regardes la photo sur Instagram. Parce que moi, je me suis fait prendre tellement beaucoup au début là-dedans. Tu connais rien au début, là. Tu lis, t'es surtout X, le Twitter. Ouais. Ça, c'est la propagande absolue, ce site-là. Ouais. Il y a de la bonne information, mais il y en a beaucoup, ils veulent tellement grossir leur audience, puis ils te font juste te mettre des graphiques d'une façon qu'ils avantagent. Je suis d'accord. Là, surtout, qu'est-ce que tu peux faire maintenant qui n'existait pas dans le temps? Ils ont raison. De quoi ils ont raison? Parce que moi, j'ai fait un bac en économie. Je n'ai peut-être jamais dit ça. Là, tu me l'as dit. Mais j'ai jamais reçu mon diplôme. D'ailleurs, l'Université Laval. Tu me l'avais pas dit, par contre. Ils ne l'ont jamais envoyé. Ça a l'air qu'ils l'ont dans leur registre. Okay. En tout cas, il n'est pas dans le décor. Si vous regardez, il n'est pas ici. Il y a une seule chose que je retiens des statistiques de l'économie. Tu peux faire pas mal dire ce que tu veux à des chiffres. C'est vrai. Selon tes mets comment. T'es mets-tu de même, t'es mets-tu de même, t'es mets-tu de même, t'es mets-tu de même. C'est vrai. Fait que bref, je t'ai coupé. Mais qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça qui n'existait pas dans le passé? Non, tout est facile quand tu y penses. L'accès à l'information est à un autre niveau. Si tu vas sur X, tu vois un graphique, tu dis « Hey, Grok, donne-moi l'autre côté de la médaille de ce graphique-là, sors-moi vraiment une analyse impartiale, genre pas avec un point de vue positif ou négatif, vraiment c'est neutre. Il va te sortir ça. Ben, tu ne fais pas faire ça il y a 5 ans. Là. Non. Fait que maintenant, genre, je vois tellement de monde faire ça quand tu as des graphiques complexes. Puis là, tu lis ça, puis là, t'es comme...
pas pareil qu'est-ce qu'il dit là. Ah ouais, digère-moi les données de ce graphique-là. Mais souvent, le monde, ils prennent le graphique puis il dit « Qu'est-ce que t'en penses? » Ben oui. Puis là, le GPT ou le Grok va te dire exactement ce que tu veux entendre. C'est-à-dire, t'es bullish, il va te dire de quoi de bullish. Ben ça, tu lui demandes quand même. Oui, il faut que tu lui demandes. Sûrement qu'un point de vue neutre. C'est pour ça que moi, au niveau des sites web d'analyse de données, j'ai beaucoup essayé de rester loin de toutes les chaînes traditionnelles comme les Bloomberg, l'affaire de CNBC, parce que tu sais jamais à quel point il y a genre des agendas derrière. Là. Des fois, c'est bizarre qu'est-ce qu'ils disent puis qu'est-ce qui se passe réel. Fait il y a des sites qui existent, ils donnent aucune opinion. Ils font juste à sortir des Comme facts. quoi, mettons? Il y en a une couple. Ça s'appelle Newsquash, par exemple. Okay. Newsquash, c'est cher. Bloomberg, tu peux avoir ça aussi. Mais pas le Bloomberg commercial, le Bloomberg Terminal, que tu payes une fortune. Il y a pas mal de personnes qui vont acheter ça à 50 000 par année. Ouais. Mais sinon, il y a un site qui s'appelle Financial Juice. Ça, c'est pour le monde qui aime les données macro puis tout ce qui est genre high level. Aucune opinion, juste les facts. J'aime ça. Moi, j'en ai une opinion. Mon opinion, c'est si vous écoutez ça dans le char, tradez pas. Trader en chauffant, c'est mauvais, OK? À tous les jeunes qui nous écoutent. Ouais, faites pas ça. C'est pas bon. Hier ou avant-hier, quand ça a tombé, je reçois des notifications puis ça fait un son. Là, ding, ding, ding. Là, j'ai checké mon cell. Là, je me suis dit, hey, il me semble que c'était une mauvaise idée, ça, de trader en chauffant. Fait que si jamais la police nous écoute, SPVM, oubliez ça. J'ai pas dit ce que je viens de dire. Je sais pas s'ils peuvent nous donner des tickets par après. Hey, j'ai vu dans ton podcast que tu as utilisé ton cell. Ouais, je pense pas. Ils t'ont pas vu. Non, c'est vrai. T'as entendu. Mais ils écoutent sûrement le podcast. Ouais, toute la police de Montréal écoute ce podcast-là. On va juste faire ça. Hey, je veux parler de... Tu veux-tu parler de tes 3 top stocks canadiens? Hier, on en a parlé un peu dans le live. Je peux commencer puis te laisser le temps de penser. Moi, j'ai toujours aimé Shopify. J'ai toujours... c'est sûr que là, on a parlé de Lululemon puis Michael Burry. Je pense que je vais le mettre là-dedans. Celestica, cette année, c'est mon coup de cœur. Je n'en possède pas, mais j'ai vu la croissance. Et là, j'ai dit top 3, puis je vais t'en nommer un 4e. Groupe Dynamite. Plein de monde nous ont parlé de ça. Je ne sais pas si tu avais vu, il avait fait une sortie dans la presse. Il disait que... C'est public, tu me dis en plus, ça. C'est public. C'est tradé au TS6. Le Dynamite, si le monde ne connaît pas ça, c'est les magasins de retail de linge à Montréal. Oui, il possède 2 grandes marques. Il possède... c'est quoi? Il y a Dynamite, puis c'est quoi l'autre? Le garage, exact. Ça, c'est ma place. Non, c'est pas... D'après moi, tu n'en portes pas, à part si tu portes un string en dessous, mais ça me surprendrait. Non, je ne suis pas là-dedans. Moi, j'ai vraiment été impressionné. Premièrement, c'est ça. Pourquoi c'est revenu comme dans l'actualité, c'est que le CEO, j'oublie son nom, mais lui, il disait que c'était l'enfer, les politiques. Andrew Lofty. Andrew Lofty, qui par ailleurs possède 85% de la compagnie. Je ne sais pas si tu as déjà vu un CEO qui possède autant d'une compagnie. J'ai checké dans 3 sites différents parce que je ne croyais pas la donner. 85% de la compagnie, il possède. Il en a vendu un peu récemment, mais lui, il était dans la presse parce qu'il disait ça n'a pas d'allure les politiques d'immigration. Moi, sur mon board, puis dans mon exécutif, mes employés clés, il y a beaucoup d'Américains. Puis là, les visas, tout ça, c'était compliqué de rester le monde ici. Fait qu'il s'est dit, moi, c'était pas une menace, mais ça sonnait tout comme, surtout dans le headline. Je vais déménager si vous ne changez pas cette politique-là. Puis il a fait mettons qu'il a fait un call assez direct à François Legault de hey, réveille-toi, ça n'a pas d'allure. Parce qu'il disait que le 3/4, 75% de la valeur créée de Dynamite était dans le head office ici avec les décideurs, les designers, tous des gens de l'étranger. En fait. C'est gros, une compagnie, ça n'a aucun énorme. sens. 7,5 milliards ouais. market cap. Ouais. Qui avait pensé? Qui aurait pensé ça? Toi, tu as 7. Ouais, moi, j'ai 7 milliards. Ça veut dire que je les ai peut-être encore en hausse. OK, mais moi aussi, j'ai ça. Ah, bah ouais. Et le stock a monté en plus depuis les dernières années. Ouais. Wow. Andrew, le gars, il sait clairement comment gérer une compagnie, ce gars-là. Non seulement le stock a monté, je pense de 200 quelques % depuis le 1er janvier. Tu as réinvesti 10 000, je pense que ça vaut. Il était à 13 $. Il était à 13 $, OK, en avril, dans le creux. Là. Le stock est rendu à 66 $. C'est ça. Il était à peu près à 20 $ au début janvier. Moi, j'étais là, OK, ça va peut-être s'essouffler. Leurs marges brutes sont grandissantes. Ils font 63 % du linge. 26 EBITDA, c'est fou. 26 % c'est énorme. Une bonne marge. Fait que si on se fie aux
la règle des 40 de Jim Cramer. Croissance des revenus de plus de 20%, à peu près 20%. Marge opérationnelle de 25-26%, comme tu viens de dire. Fait qu'on est en 46. On est en haut du 40. Fait que même à ce prix-là, selon cette règle-là, ça serait un achat. Le forward PE, donc les ratios price to earning dans 12 mois, moi, ce que j'ai comme chiffre, c'est autour de 33.6. Ce qui est quand même élevé pour une compagnie de vêtements. On s'entend, là, c'est un ratio quasiment du Nasdaq. Mais si tu regardes Revolve, si tu regardes Aritzia, compagnie canadienne, et ils sont à 30 eux aussi, tu sais. Le seul qui est vraiment loin, puis là, je vais t'en nommer d'autres, Gap est à forward PE à peu près à 10.8, American Eagle à 12.2. Gap est à peu près de la même grosseur, un peu plus gros. Aritzia est un peu plus gros, mais pas tant plus gros. 2 milliards de plus de market cap que Groupe Dynamite. Les autres sont Gap, American Eagle sont à peu près à 10, comme je disais. Mais ces compagnies-là, très, très connues du retail, Gap, American Eagle, Aritzia, ils ont des gross profit margin, des marges brutes entre 37 et 43. Plus élevé encore. Groupe Dynamique, non, Groupe Dynamique sont à 63. Non, gross, c'est vrai. Ah oui, 63. Et brut. OK, ouais, c'est vrai. Oui. Leur marge opérationnelle nette est quasiment l'équivalent, ben pas quasiment, mais à 25-26% de l'autre qui est brut. C'est énorme. C'est énorme. Le seul que j'ai vu qui a des meilleures marges brutes que Groupe Dynamite, dans mon analyse, qui avait à peu près une dizaine de compagnies similaires, c'est Abercrombie Fitch. Oh, je le ramène! Qui se trade à un ratio PE dans les 12 prochains mois de 8,5. Check, je me demande ça, OK? Je me dis, la différence, c'est que ça, c'est une compagnie canadienne, Groupe Dynamique. L'autre, c'est des compagnies américaines. Compagnie américaine, le marché, j'ai l'impression qu'il est tellement plus compétitif. Est-ce qu'ils sont capables d'être aussi, mettons, être un darling? Est-ce que ça, tu sais... Je ne sais pas s'ils sont juste au Canada. Ça, il faudrait regarder. C'est ça. Eux sont... Le Groupe Dynamite? Oui. Je ne sais pas, il faudrait regarder. C'est une bonne question, ça. C'est une bonne... Mais je trouvais que c'était comme la revanche du retail québécois qui a des meilleures marges, qui se trade à un haut ratio, mais qui, encore une fois, avec sa croissance de son EBITDA et de ses revenus, justifie d'être acheté à ce prix-là. Et ils fêtent en novembre leur première année. Ils ont 1 an en bourse. C'est un bébé de la bourse. Qui ça? Groupe Dynamite. Ils sont rentrés en bourse en novembre 2024. Ils ont triplé depuis leur entrée en bourse. Triplé, j'ai bien dit. Puis le CEO a un très grand incitatif à ce que ça monte avec 85%. Là, j'ai l'air très bullish. Mais vous m'avez beaucoup, en fait, vous nous avez beaucoup contacté par rapport à qu'est-ce que tu penses de Dynamite. Encore une fois, on ne peut pas donner notre opinion si on... Il y a 85% de la compagnie. Il y a 85%. 7,4 milliards. Oui. Andrew, on a du respect. He's a billionaire with a B. Ouais, je le croyais pas. Je le croyais pas. Ça a été ouvert. Il n'a quasiment pas vendu d'action. En 75 au Mall Versailles. Je sais pas si c'est où ça, dans le coin d'Anjou. Mais oui. Mais oui, j'allais au cinéma. Moi, j'allais là-bas quand j'étais jeune aussi. J'étais allé voir Plaxmall avec Robin Williams, genre 12 fois durant COVID en 97. J'essaie de voir rapidement c'est où dehors. Store count, 76 au Canada. Tu l'as ton chiffre, tu l'as. Check ça. Il build le suspense. C'est bon. C'est pas pire. Faut que tu le dises, Marc, parce que le gars dans son char, il voit pas ton Canada, au garage, OK? Fait on a dit qu'ils ont 2 brands. Ouais. Canada, ils ont 100 magasins. Aux États-Unis, de garage, ils en ont 120, total de 220 magasins. Dynamite, par contre, 76 magasins au Canada, 3 aux États-Unis seulement. 3. Fait que c'est juste garage qui est aux États-Unis. Belle possibilité d'expansion, si tu vois le verre à moitié plein. Ouais. Mais je te laisse regarder ça. Moi, j'avais plein d'autres stocks, mais là, il commence à être pas loin d'une heure qu'on a commencé. Le dernier sujet que je veux parler, parce que c'est le sujet de l'heure, OpenAI qui vise un IPO à une valorisation de 1 trillion avec un T. Qu'est-ce que tu penses de ça, Marc? Ça va se faire, sûrement. Ouais. Mais à 1 trillion, on n'est pas encore là, je pense nécessairement. Je pense peut-être qu'il manque peut-être un an ou deux, peut-être. 1 trillion, ça serait cher. C'est cher. J'ai pas vu de date, mais ça avait l'air. Parce que je pense que les dernières en 2026. qu'ils ont faites, c'était dans les 500 milliards. Ouais. Ils disaient dans les private C'est ça qu'ils rounds. disaient. Puis après ça, qu'est-ce qui arrive à un moment donné, c'est quoi? Quand tu vas aller voir tes bankers, d'habitude, ils vont quand même lister le stock à un niveau qu'ils sont capables de le vendre. Faut qu'ils le pitchent aussi. Mais c'est quand même un gros nombre. Mais ça aurait l'air que pour arriver à 1 trillion, ils ont demandé à ChatGPT combien tu penses qu'on vaut?
T'as pognes-tu, Marc? Non, mais faut pas oublier que Microsoft possède 49%, que ça va tomber vers 25-26% de ce que j'ai lu. Fait qu'ils vont comme être dilués. Avant la mise en le public offering? Ouais, c'est l'objectif d'ici, je pense, 2027, là, je veux pas dire trop de dates, c'est Sam Altman, je pense que son but, c'est de racheter le plus de parts possible. Ça aussi, c'est un peu obscur, là. C'est genre un non-profit qui possède ça. C'est vrai. Oui, ça, c'est, vous irez voir son plan, je dirais pas machiavélique, mais je viens de le dire, mais c'est assez spécial. Mais j'avais vu que les revenus étaient entre 10 et 13 milliards cette année de revenus. Plus que ça? Ouais, moi, c'est ce que j'avais lu. J'ai vu, je pense qu'on est dans les 25 environ. OK, j'avais lu en 2024 3,7 milliards selon mes sources, qui est ChatGPT, donc ils doivent savoir, ils doivent être connectés à la database. J'espère pour eux. Il disait qu'en 2025, ça allait être à peu près 10 milliards, mais Sam Altman, dans une entrevue, a dit c'est plus ou beaucoup plus, le beaucoup est important, que 13 milliards. Fait que ça représentait une hausse entre 170% et 243% de hausse entre 2024 et 2025. Fait qu'à ce rythme de croissance-là, c'est pas si fou de voir 1 trillion. Le 1 trillion est un chiffre, c'est quand même, c'est quoi, c'est 1000 milliards, 1 trillion? T'as raison, c'est 12. Fait que c'est pas si fou s'il continue cette croissance à ce rythme-là. Puis moi, je pense que le taux de croissance va peut-être même s'accélérer à court et moyen terme. Pas à long terme. De manière, il y a des limites. Fait que, en tout cas, moi, ça, je pense que ça va être le IPO avec le plus de hype qu'on n'aura jamais vu. Ah, ça va être absolument fou, mais après ça, tu sais, c'est à quel point le stock il peut doubler, tripler comme d'autres stocks. Ouais. Quand t'es rendu à 1 trillion, ça commence à demander beaucoup de cash pour faire bouger une compagnie. Là. Mais parlant de overhype, quand est-ce que tu sais qu'un petit ou un moyen stock est overhype? C'est quoi les signes avant-coureurs que tu dis, OK, là, les fondamentaux, ils suivent plus vraiment le prix? Ben, ça dépend c'est quoi la market cap de la compagnie. Là. Ouais, toi, tu te files là-dessus. Non, mais parce que mettons qu'on parle vraiment small cap, les affaires de 200 millions, overhype, c'est très fréquent qu'il y en a là-dessus. Là. Souvent, c'est des promesses qu'il va y avoir de quoi, mais ces promesses-là, souvent, elles tombent à l'eau. Mm-hmm. Ça dépend du secteur aussi. Ça dépend de plein de facteurs, mais tu sais, parce qu'il y a des fois des compagnies qui n'ont même pas encore de revenus, sont pre-revenue, surtout des biotech. Mais si tu as un FDA approval, puis c'est pas encore fully FDA approved, mais genre, on est dans le processus de, ça veut pas dire grand-chose, encore une fois. Ça va dépendre de beaucoup de choses. Je lisais un gars qui disait, il regardait la surpondération du nombre de nouvelles sur un stock versus sa grosseur. Puis il y avait un indice. Je vais essayer de le chercher, puis on va en parler dans notre prochain live ou au prochain épisode. C'était comme quand que, mettons qu'une compagnie qui vaut, je sais pas moi, 300 millions, là, soudainement, il y a beaucoup de nouvelles, mais que tu vois que la nouvelle, c'est comme, tu sais, c'est pas vraiment du concret, là. Lui, il avait comme calculé en haut de ce ratio-là. Là, tu sais que c'est overhype, fait que c'est peut-être le temps de vendre. Je trouvais ça intéressant, mais on checkera. Moi, il y a une affaire que j'ai appris récemment que je savais pas. Sûrement parce que je suis naïf. Les compagnies de marketing qui sont engagées pour faire des ads juste dans le but ou pratiquement juste dans le but de pomper le prix du stock, ça, c'est quelque chose qu'on est quand même... tu sais, je veux dire, on voit pas, personne n'en parle. Mais quand tu as une petite compagnie, mais que tu as une grosse machine marketing qui met du Google Ads, pas pour vendre plus de produits, vraiment pour faire la promotion de la compagnie. Pour faire la promotion de la compagnie ou amener des high network individuals à des endroits, faire des one-on-one. Tu vois, il y a des sommets même en Allemagne qu'on s'est fait parler. Ça, c'est une affaire que je connaissais pas, ce monde-là. J'ai commencé à creuser dedans. Puis on va continuer de creuser. Y a-t-il un sujet que tu voulais qu'on parle avant de finir? Parce que là, on achève, puis le studio va nous mettre dehors. L'affaire, on peut dire rapidement, Beyond Meat. Oui. Il y en a beaucoup qui en parlaient il y a 2 semaines. Oui. Ça a monté, mais ça a mal terminé. Je t'avais conté l'histoire. Moi, souvent, pour ma watchlist, j'achète une action. Ah oui. Pour juste le suivre. Mais là, je checkais pas, j'ai fait ça vite, puis par défaut, dans des petits stocks, mon broker, en tout cas, ça met 1000. Ouais. Là, j'ai acheté 1000 actions. On peut s'entendre que je suis down pas mal. Mais Beyond Meat, rapidement, qu'est-ce qui est arrivé? C'est ils ont même repoussé la date de publication des résultats. Compagnie qui était à presque qui était en bas d'une pièce il n'y a pas longtemps, que là, ils repoussent la date de publication. Ça sent pas bon d'habitude, ça. Mais bon.
Fait que là, c'est quand que ça va être publié, le résultat? Je pense qu'ils ont dit 2-3 semaines plus tard. Mais généralement, c'est pas bon. Comme on dit en anglais, c'est pas un nothing burger. Hey, merci encore d'avoir été là. Si jamais vous voulez acheter des cadeaux de Noël, poche et fils, t-shirt à poche, t-shirt imprimé comme notre bon vieux Buy the Dip que je vais finir par sortir qui est juste là. Avec le code VIP20, vous avez 20% de rabais pour un item. VIP25, 25% de rabais pour deux items. Et VIP 30. vous pouvez essayer. Mais ça va jusqu'à VIP 35 pour 3 items et plus. 35%, ça veut dire t'achètes, je fais un calcul mathématique vite, là, 4 affaires, t'en as un gratuit. 35%, ça veut dire qu'il y en a un gratuit. C'est ça le deal qu'on fait jusqu'au 14 novembre. Après ça, ils vont avoir un autre deal pour Noël avec moins de pourcentage de rabais. Mais allez nous encourager, allez surtout vous abonner. Encore une fois, vous êtes encore 3 personnes sur 4 qui écoutaient ça, qui n'est pas abonné. Puis, on va avoir des grosses nouvelles qui s'en viennent. Un commanditaire qu'on va annoncer, on touche encore du bois, qui va supporter notre croissance, qui va nous permettre d'engager quelqu'un, faire des meilleurs clips. Là, ça va être eux qui vont être abonnés avant, ça va être les Patreons. Ça va être genre les Reels, eux qui ont supporté la croissance. Oui, les nostalgiques, genre j'étais là. Genre j'ai acheté Google en 99. Oui, ça va être genre je me suis abonné en 2025 à investir. On va checker ça. Moi, je commence à faire des fichiers là-dessus. Fait que j'attends de voir si les explosions d'abonnés vont se faire. Mais faites-le, ça nous encourage, puis ça nous aide aussi. Là. On va innover dans plein d'affaires. Il y a 2 affaires que j'aimerais vous parler avant de finir. On va essayer dans le décor de bâtir le décor avec ce qu'on parle. Fait que là, on a acheté des collants qu'on va coller, mettons, sur une canette qu'on parle dans le show ou un toutou de Build-A-Bear. Puis, on va toujours indiquer, sans donner de recommandation d'achat ou de vente, c'est quoi notre sentiment à ce moment-là. Est-ce que c'est plus sell ou buy? Est-ce que c'est plus bear ou bull? Fait qu'on va bâtir le décor avec vous. Si vous avez des stocks à nous proposer, on va essayer de trouver un objet qui le représente. Et la dernière fois que je voulais parler, on veut faire un échange de cadeaux. OK? Vous allez emballer un stock dans une boîte que vous allez nous maller au 5425 rue de Bordeaux, local 103C. Nous, on va déballer la boîte qui est le cadeau, puis il va y avoir un stock dedans. Moi, je peux déjà vous dire que je vais offrir Palantir à Marc. Puis Marc, quand il va le déballer, on va en parler. Fait que ça va être une façon d'interagir avec vous autres. Si vous avez de l'argent à perdre ou vous voulez encourager Post Canada, participez à notre échange de cadeaux. Fait que sur ce, merci. On se revoit la semaine prochaine.